parfaite transition faite. La question posée, effectivement, du diagnostic au traitement, et c'est pour ça qu'on s'est partagé avec Jean Dachary, moi plutôt le côté diagnostic en tant que médecin nucléaire, et lui en tant qu'oncologue et radiothérapeute. Ce qui est important, c'est que, voilà, en deux temps, le premier temps, c'est de nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'imagerie nucléaire, essentiellement sur un axe important, puisque c'est plutôt sur l'oncologie, qu'on appelle le PET scan, tomographie par émission de positons associée à un scanner embarqué, ce qui fait que je vais vous donner quelques notions de ce qui se met en place en Basse-Normandie, puisqu'il y a un seul appareil en Basse-Normandie, qui est au CHU en partenariat avec le centre anticancéreux de Baclès depuis 2008. Et puis évidemment, ça c'est la partie diagnostic, la partie imagerie, mais il y a aussi, et ce qui est important, le soin, c'est-à-dire qu'avec, effectivement, comme on l'a vu, des isotopes, des radioéléments, il est possible de traiter des cancers, et évidemment avec des doses qui vont être délivrées de façon un peu plus importante que les doses délivrées pour faire du diagnostic et de l'imagerie. Donc ça, c'est l'élément important, c'est la balance à bien comprendre entre les doses qui vont être administrées pour faire de l'imagerie, scintigraphie ou PET scan, et les doses qui vont être administrées pour faire du traitement. Alors, il faut savoir qu'en France, la possibilité de faire de l'imagerie nucléaire par le PET scan, c'est essentiellement trois domaines, avec un domaine que l'on va privilégier aujourd'hui, qui est l'oncologie. Et dans l'oncologie, on verra qu'il y a plusieurs types de cancers qui peuvent avoir cet élément d'imagerie diagnostique. Il y a également la neurologie et la cardiologie. Et donc, à ce jour, comme je vous l'ai dit, un seul PET scan et probablement, en tous les cas, dans le SRO, ce qu'on appelle sur le bassin de la Basse-Normandie, un deuxième PET scan qui devrait arriver en 2013. Alors, pour cette imagerie, il faut des radioéléments, on a dit des radioisotopes, et ceci démarre par un cyclotron. Le cyclotron va vous permettre, on appelle le PI-cyclotron, de former, produire des radioisotopes. Un des radioisotopes les plus importants en médecine nucléaire, c'est ce qu'on appelle le fluor 18, et en fait du glucose. Donc c'est un sucre marqué à un fluor qui est l'élément le plus important. Et comme vous le savez, et là encore une fois c'est important en termes de compétition, c'est qu'on a la société donc Cyclopharma qui s'est en quelque sorte mise sur le bassin à côté de Cicéron pour produire ces radioéléments, ce qui fait qu'on est livré, je dirais, en priorité à 300 mètres. On peut avoir maintenant du FDG, puisqu'on va faire la synthèse, fluorodéoxyglucose, c'est du FDG, c'est comme élément important pour le diagnostic. En effet, il faut savoir qu'on parle de radioisotopes, mais nous, on est dans le cas d'un médicament. On va injecter un médicament au patient. Donc, ce qu'on appelle les radiopharmaceutiques, depuis 2002, c'est qu'on injecte, même pour faire de l'imagerie diagnostique, un médicament. Et donc, deux options, soit c'est de l'imagerie diagnostique, soit c'est du traitement. Donc ça, c'est un élément important à bien identifier. Le traceur, donc on l'a dit, traceur, c'est-à-dire des doses radioactives infimes, qui sont vraiment très très peu. On est, quand on fait justement en termes de millisieverts, quand on fait un examen PET scan, c'est de l'ordre de entre 3 et 5 millisieverts pour le patient. Donc ça c'est un élément à retenir. On rappelle que l'irradiation naturelle, c'est 2 à 2,5 millisieverts, ça dépend des régions. Donc ça c'est aussi un élément important. Très simplement, ce traceur qu'on va injecter par voie intraveineuse au patient, eh bien, va en quelque sorte suivre le parcours du sucre, on appelle le glucose, et à partir de ce moment-là, il va être capté par la tumeur, par le cancer, parce que le cancer, pas tous les cancers, mais la plupart sont agressifs, et donc vont tous consommer du sucre. Donc dès qu'il voit du sucre dans le sang, hop, la tumeur prend du sucre, et comme ce sucre, il est en quelque sorte, il scintille, eh bien c'est très simple, le patient on le met sous la caméra et on va voir cette scintillation qui va nous permettre d'identifier la tumeur et puis surtout, malheureusement dans certains cas, ce qu'on appelle les métastases de différents organes. Donc là, quand vous injectez ce produit, ce glucose marqué au fluor 18, qui est un traceur de tomographie par émission de positons, il va se distribuer dans tout le corps. Et il est clair qu'à l'état initial, eh bien, ce glucose, il y en a partout. Enfin, partout. Il y en a dans le cerveau, et donc là, on le voit bien évidemment ici, on a automatiquement du sucre, parce que c'est un consommateur, un sentier de tumeur, le cerveau consomme beaucoup de sucre, mais aussi, et c'est très important, aussi bien au niveau du foie, le
foie, c'est la poubelle de tout ce que vous injectez, de tout ce que vous alimentez, vous injectez, etc. Vous absorbez. Le foie est le premier filtre. Et puis ensuite, évidemment, c'est la vessie, puisque tous les traceurs radioactifs que vous avez vont être éliminés par voie urinaire. Alors ça, c'est un élément important parce que il y a eu quelques années, des gens avec les détecteurs qui ont vérifié un petit peu, vous savez, dans l'Orne, un fleuve pas très loin, et qui ont vu qu'il y avait une radioactivité très importante, Ils se sont dit, mais c'est incroyable qu'il y ait une radioactivité comme ça à Caen. Donc il a fallu montrer qu'effectivement, dans une population, quand on faisait des examens de médecine nucléaire, quand on faisait des traitements pour, je dirais en quelque sorte, tuer le cancer, automatiquement, les patients, ils urinent. Et automatiquement, ça va quelque part dans le fleuve. Et donc, tous les isotopes avaient été alignés et on avait été obligé de mesurer pour montrer certaines presses qu'effectivement, on avait du technétium, il y avait de l'iode-131, etc., etc., mais de façon raisonnable. Donc ça, c'est très important à bien comprendre, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est qu'il y a la radioactivité, il y en a partout en ce moment, mais effectivement, quand on l'injecte, eh bien, on la retrouve quelque part. Alors, de façon très simple, voilà, le patient, on lui a injecté ce traceur, et il va passer donc sous ce PET scan. Dans un premier temps, on va avoir un scanner qui va nous permettre en quelque sorte de localiser la localisation de la tumeur, et puis ensuite, la tomographie par émission de positons. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous avez injecté un produit radioactif, eh bien, c'est le patient qui scintille. Et c'est cette détection de scintillation qui va être faite par la tomographie par émission de positons. Et à partir de là, on va avoir des images qui vont être des images et anatomiques et des images, ce qu'on appelle métaboliques, puisque c'est le sucre, et donc c'est la consommation de sucre que l'on va identifier. Donc, de la même façon, là, vous voyez sur le plan du tête, on va démarrer par le cerveau, et puis ensuite, on va bien évidemment continuer en quelque sorte jusqu'au genou le plus souvent. Voilà, et pendant 20 minutes, le patient passe l'examen de ce qu'on appelle le PET scan, une tomographie par émission de positons en français. Alors, bien sûr, et je crois que c'est aussi un élément important puisque c'est public, c'est de voir que dans la salle de médecine nucléaire, il y a aussi des normes très importantes de radioprotection. On ne fait pas ça n'importe comment, on est dans un service qui est bien évidemment avec les radioprotection, l'ASM qui nous surveille, et ça c'est un élément important. Et vous voyez que la procédure est une procédure pour le manipulateur très important, puisqu'on va en quelque sorte injecter avec un processus un peu particulier une tubulure où il va y avoir le radioélément et la tubulure qui va être accrochée en quelque sorte, identifiée chez le patient, comme vous le voyez ici, dans un box, dans une chambre qui évidemment est plombée tout autour. Donc on a 3 chambres et à partir de là on va injecter le patient et évidemment au bout de 90 minutes, eh bien l'examen va se passer. Le patient va donc avoir cet examen. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc ici la caméra, justement, le patient est sous la caméra, on a un contrôle avec le manipulateur, et pendant une vingtaine de minutes, donc le patient passe cet examen. Évidemment, c'est tout à fait indolore. Pour le patient, on le met dans des bonnes conditions, on le réchauffe, ça c'est un élément important, parce que s'il fait très très froid, automatiquement il se contracte, et évidemment les muscles consomment du sucre, et donc on voit tout sauf la tumeur qui nous intéresse, et on voit plutôt la chaîne musculaire, ce qui n'est pas recommandé. Donc ça c'est un élément aussi important. Donc le principe qui date du début du XXe siècle par un Allemand, il s'était rendu compte qu'effectivement une cellule cancéreuse consommait du sucre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, donc, 1905 aussi à peu près, Warburg avait mis en place avait identifié cet élément important. Et donc, il a fallu, vous voyez, quelques dizaines d'années après, avec un examen qui est représenté ici, et qui nous permet de voir, là c'est un patient qui, ici, vous voyez, on a bien évidemment le scanner, mais ce qui est très important, c'est ce que vous voyez en jaune, c'est cette consommation de sucre dans ce qu'on appelle ici un lymphome, une maladie de Hodgkin, où là, effectivement, ça devient un examen, dans le cas des lymphomes, dans le cas de la maladie de Hodgkin, un examen incontournable. C'est non seulement incontournable parce que, en termes de diagnostic, dans notre jargon on dit de stadification, savoir en fait tout simplement si c'est grave ou si c'est
moins grave, et ensuite surtout de savoir si le patient va répondre à une chimiothérapie. Et ça c'est très important, parce que, vous le savez très bien, vous l'avez vu autour de vous, il y a eu, malheureusement tout le monde a eu ces épisodes-là, c'est qu'effectivement, il y a des patients qui vont répondre à une chimiothérapie et d'autres non. Et avant le TET scan, on ne savait pas. Depuis que le TET scan a été mis en place, et ça, il faut reconnaître que c'est récent, hein, c'est 2002, hein, parce que, bon, voilà, et c'est Kouchner qui a dit qu'il faut des TET scans en France. Alors, on était le dernier pays en Europe à avoir des TET scans. Le dernier pays. Ah, remarquez, maintenant, on a un parc top niveau. Hein. Je peux vous dire qu'on a 70 ou 80 TET scans en France, mais c'est du high level. Mais néanmoins, on s'aperçoit, voilà, dans certaines maladies, que c'est incontournable, parce que non seulement on fait le diagnostic, et c'est pour ça qu'on est dans le cadre du soin aussi, mais aussi, on peut savoir si le patient va répondre ou non à une chimiothérapie. En simple, c'est qu'il y a un lymphome qui consomme beaucoup de sucre, vous lui mettez une première cure de chimiothérapie, on fait un deuxième TET scan et on voit qu'il y a une diminution importante de la fixation du sucre. Donc là, on peut dire que voilà, il y a une réponse et on peut continuer ce type de chimiothérapie. Vous voyez? Donc ça, c'est un axe vraiment très important, c'est tous les jours. Hein, c'est tous les jours. Donc voilà un petit peu le principe. Après, sur l'ensemble des cancers, comme je vous le disais, ce n'est pas pour tous les cancers. Mais les cancers qui nous préoccupent en Basse-Normandie sont à peu près ceux qu'on a un peu sur le plan national. Hein. C'est le cancer du poumon, qui est agressif. Malheureusement, on meurt encore beaucoup du cancer du poumon. On a aussi particularité Basse-Normande, c'est plutôt au niveau des voies ORL, associées à deux facteurs importants, qui sont... Et voilà, donc vous avez compris, hein, vous faites un peu de boisson alcoolisée, fortement alcoolisée, et le tabac, et vous avez des cancers de ce qui est l'appareil auto, donc le pharynx, larynx, etc., etc. Donc ça, c'est un élément aussi très préoccupant. Toutes les maladies du sang, enfin pas toutes, mais essentiellement les lymphomes et les lymphomes, donc les maladies de Hodgkin ou non-Hodgkiniens, et puis je passe, mais disons qu'il y a plusieurs types de cancers. Par contre, ce traceur ne marche pas du tout pour le cancer principal de l'homme après 65 ans, qui est le cancer de la prostate. Pourquoi? Tout simplement parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est tranquille, qui est quiescent. C'est-à-dire que les cellules qui sont dans la prostate sont des cellules par rapport à un cancer pulmonaire, eh bien, ne sont pas très actives, ne boulotent pas, si vous voulez, du sucre. Donc, ce n'est pas du tout la bonne technique. Et donc, il y a d'autres traceurs qui sont en cours, mais ce n'est pas la bonne technique pour le cancer de la prostate. Donc, voilà un exemple typique, et qui arrive, là encore une fois, tous les jours. Hein, c'est le patient pour lequel, sur une radio pulmonaire, sur un scanner, vous voyez, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un nodule pulmonaire. Et bien, ce nodule pulmonaire, voilà, c'est, là encore une fois, grâce au TET scan, maintenant, je dirais, le deuxième filtre, pour savoir tout simplement si il est malin, donc s'il est cancéreux ou s'il n'est pas cancéreux. C'est très important, tout simplement en regardant s'il va consommer du sucre ou s'il ne consomme pas de sucre. S'il ne consomme pas de sucre, c'est-à-dire qu'on ne verra pas de fixation, eh bien, on va surveiller le patient, bien évidemment. Et puis, au contraire, si, comme vous le voyez ici, sur les images de fusion entre le scanner et le TET, eh bien, il y a une fixation importante du traceur glucosé. Et là, eh bien, on va aller voir ce qui se passe. Parfois une intervention, parfois une biopsie. Un exemple aussi, là c'est catastrophique, mais dans le cas, parce que je sais qu'à Cherbourg, on a eu ces cas de figure, on appelle, vous savez, le mésothéliome, c'est-à-dire lié à l'amiante, donc le cancer qui va toucher non seulement toute la plèvre, vous voyez que tout le poumon ici de ce patient eh bien, est complètement, consomme beaucoup de sucre, mais aussi, et ce qui avait, grâce au TET scan, était la possibilité d'identifier d'autres localisations au niveau de l'abdomen. Et donc, juste pour, vous voyez, sur une pièce qu'on appelle anatomique, vous voyez que le mésothéliome, voilà, c'est tout ça, c'est cette espèce de gros machin qui pousse complètement le poumon. On imagine bien que les patients, eh bien, malheureusement, ne survivent pas. Alors, un autre exemple, eh bien, c'est celui-là, c'est le patient, vous voyez, qui a, là encore une fois, au niveau abdominal, vous voyez le foie qui est ici, hein, on voit ici les hanches, on voit le cadre osseux, et là, une fixation très importante qui correspond à un lymphome de Hodgkin. Alors, sur un deuxième aspect,
on rentre un petit peu maintenant non plus sur le diagnostic, mais sur le traitement. Pourquoi le nucléaire peut soigner? Eh bien, il peut soigner parce que, effectivement, on peut tout simplement, soit le patient, on peut effectivement injecter un produit radioactif dans le sang, soit par la bouche, et ça c'est très fréquent dans certains cas de figure. Si on a, par exemple, je dirais la personne âgée de 82 ans, et puis qui a une thyroïde qui est voilà, très grosse, qu'on appelle un goitre thyroïdien, et puis malheureusement on ne peut pas l'opérer, etc., etc. Mais le problème c'est que cette patiente, elle est ce qu'on appelle en hyperthyroïdie, donc elle est complètement excitée, et elle a d'autres, des éléments qui sont un petit peu, le pouls s'accélère. Donc comment on fait? Eh bien on peut faire un traitement justement pour détruire sa glande thyroïde par un élément donc radioactif. Donc on donne une gélule au patient et ça permet de soigner très tranquillement ce type de maladie. Ou alors, et ça c'est Jean d'Algérie qui nous en parlera, l'aspect, je dirais, radiothérapie externe, qui est un autre élément. Alors, élément important, et qui est de plus en plus mis en action dans les centres anticancéreux, c'est ce qu'on appelle des radiothérapies ciblées. C'est-à-dire qu'on va injecter des produits radioactifs, soit par voie intraveineuse, et avec ciblé. C'est-à-dire qu'on va permettre, avec parfois des anticorps, qui vont être ciblés sur une certaine fonction d'un organe, soit sur une membrane, soit à l'intérieur de la cellule, etc. Et elles vont activer, elles vont détruire de façon très particulière la tumeur. Donc ça, c'est des éléments tout à fait nouveaux. Donc, je vais vous montrer quelques exemples des différents types de cancers où ça marche très bien. Donc, c'est une radiothérapie ciblée donc, par voie interne, donc on n'est pas du tout dans ce qu'est la radiothérapie externe, dont on parlera après, et ce sont des radioéléments. Donc ce sont bien évidemment des examens que l'on peut utiliser dans les centres anticancéreux. Donc vous voyez qu'on a des médicaments qui vont être ce qu'on appelle à tropisme tumoral, bien précisé, et donc ont une action spécifique. Alors soit sur la tumeur initiale, soit, et ça arrive aussi sur les métastases osseuses. Je rappelle que ça fait très mal, et l'élément important c'est d'être antalgique, et donc je vous montrerai justement un exemple de radio. Vous voyez, c'est la médecine nucléaire, les radioéléments qui vont permettre de diminuer les douleurs de ces patients qui ont des métastases osseuses. Voilà un autre exemple. Alors, bon, sans rentrer trop dans les détails, ce qui est important, c'est que dès que vous allez irradier par une injection, par exemple, eh bien ça va tirer évidemment sur ce qui est important, c'est-à-dire les cellules tumorales, mais parfois aussi ça peut tirer à côté, c'est-à-dire sur les cellules de voisinage. Alors il ne faut pas non plus que ça aille sur les cellules saines, c'est tout l'élément important entre je cible en quelque sorte la tumeur et j'essaie de ne pas trop tirer à côté sur les cellules saines. Et puis, bien évidemment, il y a un élément aussi important, c'est que lorsque vous avez asséné une partie d'une cellule, un organe, avec un certain rayonnement, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, donc soit vous tuez immédiatement, soit vous tuez mais de façon différée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mort différée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez modifier complètement le génome des cellules et automatiquement, il va prendre un coup sur l'ADN. Vous allez voir que automatiquement, il va se passer à la fois une attaque donc, de l'ADN, donc de cette hélice que vous connaissez bien, ou alors une attaque des membranes, donc de ce qui est autour de qui est autour de la cellule, ou alors à l'intérieur de la cellule, et donc automatiquement, vous allez avoir des survies qui vont être soit vous n'allez pas tirer sur le génome, soit vous allez atteindre le génome, et ensuite vous allez créer une mort différée de la tumeur. Voilà la représentation très simple. Et ça sont des effets donc, de rayonnement. Le rayonnement va casser le brin d'ADN, et à partir de ce moment, il ne va plus y avoir de possibilité de réparation de l'ADN, et donc la cellule va mourir. Un exemple typique, comme je disais, cancer de la thyroïde, eh bien, on peut faire deux étapes pour le cancer de la thyroïde, c'est le plus simple à comprendre. La thyroïde est bien ici, c'est au niveau du cou. À partir de là, on va injecter un produit qu'on appelle l'iode 131 qui va nous permettre de faire une imagerie à la fois
de la tumeur et savoir s'il y en a autour, c'est-à-dire des métastases. Et en fonction de ça, on va pouvoir ensuite donner aux patients un traitement à base d'iode 131 et on va suivre l'imagerie de ce cancer pour savoir si on est efficace ou pas efficace. Donc, vous voyez, de temps en temps, on a le tout en un. Donc ça, c'est un élément important. Alors, bien évidemment, là encore une fois, on est dans des doses assez importantes, donc ça ne se fait pas comme ça. Bon, ça se fait dans un circuit vraiment protégé. Donc, il y a certaines chambres, par exemple à Baclès, où on a l'autorisation de donner ce type de traitement, puisqu'on est, vous voyez, de l'ordre de 3 gigabécrel. Ça nécessite plusieurs jours d'hospitalisation. Pourquoi? Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la radioactivité, c'est un phénomène qui est toujours exponentiel, c'est-à-dire que ça démarre, et puis ça décroît, mais en fonction du radioélément, eh bien c'est parfois plusieurs heures, donc ça veut dire qu'en fait, il faut multiplier 5 fois ce qu'on appelle la demi-vie, hein, la période, donc à partir de là, on voit que ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours, pour qu'il n'y ait plus, en tous les cas, de radioactivité. Il faut que ce soit dans un circuit fermé. La personne doit uriner dans une chambre où il y a des WC adaptés. On verra qu'il n'y a pas possibilité de contact avec d'autres personnes, hein, parce que, évidemment, là, il y a une radioactivité qui est assez importante. Rien à voir avec une imagerie, hein, parce que de temps en temps, j'ai fait un truc à Cabourg il n'y a pas très longtemps, il y avait les médecins. Les médecins, pour demander une scintigraphie osseuse, pour des patients qui avaient 80 ou 85 ans, donc bon, pour savoir s'il y avait une fracture vertébrale, très bien, ils demandent l'examen, et puis la